Le 1er juillet 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Frankenstein, texte intégral. Les Américains se sont aperçus que la vulgaire comédie filmée, avec ou sans grande vedette, était devenue d'un médiocre rapport. Les producteurs d'Hollywood ont immédiatement retourné leur batterie. Comme il fallait s'en douter, c'est pour rouvrir les vieux cartons de scénario. Nous reverrons les cow-boys, les pirateries, la Bible mise en tableau des folies bergères. Il faudra épuiser tous les vieux thèmes cinématographiques avant de se décider à écouter les novateurs qui ne manqueront pas de surgir dès que l'on aura un besoin urgent de leur secours. Frankenstein appartient à la série interrompue pendant 3 ans des films d'épouvante, la plus louée ou la plus maltraitée selon les cas. Évoquons-nous nos meilleurs souvenirs d'écran. La moitié des images qui réapparaissent sont hallucinatoires, lugubres. Caligari, Nosferatu, Conrad Veidt, tsar des figures de cire, Asiate félin surgit en robe blanche d'une Russie moyenâgeuse, obscure et sanglante. Quel beau sujet. Ou encore La volonté du mort de Paul Lény, où le macabre et le burlesque se mêlaient à la façon du roi peste d'Edgar Poe, bien que dans une couleur différente. Chacun de ces films a enrichi le répertoire photographique de quelques effets inattendus, captivants. Frankenstein est plutôt une rétrospective de toutes ces trouvailles éparses, profitant de notre indulgence pour tous ceux qui cherchent à nous faire rire ou à nous faire peur, et de notre espoir jamais abandonné qu'ils y sont parvenus. Mamoulian a démontré avec le Dr Jekyll et Mr Hyde que l'on pouvait encore amortir facilement les histoires pseudo-scientifiques de dédoublement de monstres. Le scénario de Frankenstein est inspiré du film de l'Arménien plutôt que du beau conte de Stevenson. Il faut du génie pour spéculer hardiment avec le fantastique et sa source éternelle, notre ignorance de l'au-delà. Le reste n'est que sornette de nourrice, que nous rougissons parfois de nous entendre raconter avec un sérieux qui devient offensant, dans Frankenstein par exemple. Jugez-en. Un jeune docteur dans le Tyrol veut fabriquer un homme avec des tronçons de cadavres, pendus, déterrés, macabés d'amphithéâtre. Il lui manque encore un cerveau. Son aide, un bossu, va lui en voler un à la faculté de médecine de la ville. C'est un beau cerveau d'intellectuel. Il paraît qu'on lit tous les talents et toutes les vertus dans ces circonvolutions. Malheureusement, l'infirme abîme en fuyant cette superbe pièce. Il lui faut prendre à la place un second bocal contenant la substance grise d'un notoire scélérat. Le carabin hoffmannesque poursuit son expérience dans un vieux donjon. La nécessité de concentrer le commentaire amène des réparties encore plus irrésistibles que les anciens sous-titres, qui demeuraient indépendants des images. On s'inquiète chez la fiancée du savant, ouvrez les guillemets. Écoutez, votre amoureux n'est pas gentil, il vous abandonne pour fabriquer un homme. Oh, mais c'est affreux! Il faut à tout prix empêcher cela. Je vais y aller. Fermez les guillemets. Le texte est d'ailleurs doublé, c'est-à-dire doublement détestable. Le langage français ne se résignant pas à calquer ce vagissement absurde, farci d'interjections enfantines, qu'est l'américain de cinéma. Nous n'avons point dit l'anglais. Man de Keats et de Poe, vous nous rendrez cette justice. On nous montre des éprouvettes, toute une cuisine de sorciers modernes et une tentative de féerie électrique, avec beaucoup moins d'adresse que Mamoulian dans le laboratoire de Jekyll. Enfin, la créature du docteur Frankenstein est debout, apprend à marcher, à s'asseoir, à rugir. Naturellement, avec le cerveau qu'elle porte, c'est un monstre. Nous avions déjà vu cela dans Les mains d'Orliac, fable que Conrad Veidt ne parvenait pas à rendre moins ridicule, d'un pianiste amputé à qui l'on greffait les poignets d'un assassin. Frankenstein aura toutes les peines du monde à se débarrasser de son vampire, et non sans dégâts, puisque le démon étrangle une demi-douzaine de ses contemporains. On doit reconnaître que dès l'instant où apparaît le monstre, le film marche bon train. C'est même une supériorité qu'il possède sur le Dr Jekyll de Mamoulian. On nous dispense des fastidieuses promenades dans les coulisses,
l'idylle qui menaçait fait place au cauchemar. Cela dit, il est bien certain que le film n'est qu'une compilation. Nous retrouvons, accumulés sur un petit espace, tous les effets possibles. La chasse aux torches, dans la nuit, le donjon vermoulu, le monstre errant en quête d'innocentes victimes. Ces dernières scènes ont été préparées avec un soin qui frise la perversité. Le monstre de buisson en buisson est arrivé jusqu'au bord d'un étang où joue une fillette. L'enfant s'abroche, sans crainte de l'effroyable créature, lui cueille des fleurs. Le démon paraît obscurément touché par tant de grâce et saisit délicatement la petite entre ses bras. Mais c'est pour la noyer, sans conscience de ce qu'il fait. Puis il y a la poursuite de la jeune fille, la fiancée de Frankenstein, que le vampire attaque quelques instants avant son mariage, enroulée dans sa longue traîne blanche. Beaucoup d'autres détails ne sont également que de l'inutile surenchère. Le gibet, le mannequin macabre planté sur les tombes du cimetière, le bossu glapissant et claudiquant. Le maquillage de Boris Karloff, au contraire, est fort réussi, meilleur que le masque simiesque de M. Hyde, terrible parce qu'il fige les traits. Murnau avait déjà trouvé ce procédé pour Nosferatu. On aurait cependant pu se dispenser de montrer au cou, au poignet, les agrafes, les rajoutures de l'homme de Frankenstein. Ce souci de vraisemblance est plutôt comique. Boris Karloff, d'autre part, a imaginé une démarche d'automate, des gestes inachevés et bestiaux, qui sont saisissants et plausibles. Tout cela est assez adroit. Mais tout en collectionnant les expressions grimaçantes, en se donnant beaucoup de peine pour dresser un fantôme hideux sur un ciel désolé, on nous cache le visage d'un véritable pendu. Si l'on admet le principe du film grand guignolesque, pourquoi se refuser d'y introduire le tragique réel, quotidien et cru? Les auteurs de Frankenstein, comme ceux de tous les films d'épouvante, ont péché par manque d'audace.